Donc, je vais recouper un certain nombre de sujets que tu as abordés, mais tu vas voir avec ton angle. Avec mon angle, puis on va aller vraiment dans des zones qu'on n'a pas encore couvertes, donc ça risque d'être bien intéressant. Donc, ce que je voulais juste introduire, bon, on en a parlé du processeur de Motorola. Il y a eu différentes versions. Le 68 6000, c'est le 68000, moi je l'appelais de même, là. C'est le 68000. Bon, il y a la version 68030 que vous voyez en bas là, qui a été une des évolutions parce qu'il y en a eu plusieurs jusqu'à la version même 60 là, de mémoire là, qui a été construit par Motorola. Même l'Amiga a utilisé ce processeur-là, oui. Donc, dans son cas-ci, c'est un 68060, je crois, qu'il a utilisé à ce moment-là, si je vois bien. Là, avec mes lunettes, c'est pas tout le temps évident. Moi, c'est trop petit pour que je C'est trop petit. Mais bon, c'est un clin d'œil. Amiga a même utilisé ce processeur-là à un certain moment donné. Le Amiga avait quelque chose de particulier, c'est qu'il pouvait aussi utiliser, en plus du 68060 ou le 68040 en bas, il pouvait commencer à utiliser un PPC chip. Qui est un PowerPC chip qu'on va parler un peu plus tard. Mais là, on a un exemple où on a 2 chips sur un motherboard. J'ai aucune idée c'est quoi. Non, ben tu vas voir où je vais arriver, puis je pense que ça va te sonner des cloches. Donc, on va parler du PowerPC éventuellement, qui est en fait... en 1991, Intel domine, là, tu l'as dit, c'était le gros joueur dans le marché. Tous les PC étaient équipés de processeurs d'Intel et il y avait une lutte acharnée des autres concurrents à essayer de faire leur place, là, que ce soit Motorola ou d'autres, d'essayer de se positionner puis d'avoir un produit qui pourrait vendre. Puis il y avait aussi une prise de conscience des différents concurrents qu'Intel était tellement gros qu'il fallait qu'ils réussissent ensemble à faire quelque chose pour être capable de faire face à cette domination-là d'Intel dans les années 90. Donc, ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est qu'il y a eu la naissance du PowerPC, début des années 90, et c'était une gamme de microprocesseurs dérivés de l'architecture de RISC Power DBM. Okay? Il y avait 4 ou 5 architectures qui se combattaient à l'époque, puis RISC en était une. On avait CISC d'un côté, puis on va le voir tantôt, il y avait RISC de l'autre côté. Et IBM a travaillé avec Apple, avec Freescale, qui était Motorola, à l'origine Motorola Semiconducteur, pour développer cette fameuse série de processeurs-là pour pouvoir compétitionner. Puis le fameux projet Power d'IBM, mais c'était Performance Optimization with Enhanced RISC. Dès le début des années 90, là, ils essayaient de trouver une façon de pouvoir avoir un processeur avec une architecture différente, mais qui serait excessivement puissante pour les micro-ordinateurs. De mémoire, Patrice, là, tu me corrigeras, là, mais il me semble que l'architecture RISC est restée par la suite. Elle est comme devenue l'espèce de gabarit principal pour à peu près tous les développeurs de plus. Là. Éventuellement, oui, c'est ce qu'on a vu. Il y a eu un changement du type d'architecture CISC vers l'architecture RISC. Puis on va le voir tantôt, il y a des pour et des contre aux deux architectures, mais effectivement, l'architecture RISC a pris un certain avantage de ce côté-là. Et ça a pris 3 ans à travailler avec les différents partenaires pour être capable de développer une première architecture. Là, le graphique n'est pas idéal, c'est la seule version que j'ai réussi à trouver, mais ça vous montre que entre
2013 puis de l'année 2000, il y avait vraiment un roadmap qui permettrait de développer un certain nombre de ces processeurs-là avec des évolutions. Puis on va en reparler de ces évolutions-là parce qu'à un moment donné, il y a eu le G3, le G4, le G5 et Apple était un des gros acheteurs de cette puce-là. Quand ils sont passés de Motorola à PowerPC, ben, c'était le G3 qui était le premier de leurs processeurs. Ils ont été jusqu'au G5. Moi, j'ai eu un PowerBook G4, là, je me souviens. Puis il me semble que j'avais aussi un iMac, peut-être G5, là, je ne me souviens plus le processeur, mais bon, c'était courant dans ces années-là. Là. Donc, quand on regarde ce que l'architecture RISC faisait versus CISC, bien, RISC, c'était vraiment un ordinateur à jeu d'instructions réduit. Donc, il y avait plus de registres. C'était plus rapide, mais en même temps plus lent. Puis l'autre architecture CISC aussi avait ses désavantages, mais c'était plus rapide en termes de vitesse brute. Donc, l'exécution de l'instruction par seconde était plus rapide, puis c'était plus rapide en termes de mise en œuvre d'une seule instruction. Donc, d'envoyer une instruction au processeur, c'était plus rapide, contrairement à l'architecture CISC qui était micro-couche de conversion. Donc, il y avait une conversion qui se faisait pour être capable d'interpréter la commande. Mais c'était plus puissant en termes de ce qu'on peut faire à chaque instruction. Donc, quand venait le temps de faire un choix d'architecture pour coder ou, évidemment, développer nos applications ou nos compilateurs, bien, il fallait tenir compte de ce qu'un processeur pouvait faire ou ce que l'autre pouvait faire et ça nécessitait des ajustements dans le design du code ou de la façon dont on interprétait les instructions. Alors, lequel était le plus rapide? Bien, ce n'était pas une réponse simple. C'était pas en réalité, tout dépendant de l'application qu'on voulait faire. Puis c'est au développeur, c'est le développeur qui a le pouvoir de dire, bien moi, comment je veux construire mon application pour utiliser ce processeur-là. Là. C'est comme VR2 disait tantôt, ça dépend totalement de l'application, de l'applicabilité, de qu'est-ce que tu en fais. Puis on le voit même aujourd'hui, là, si on regarde ce qu'Apple fait versus ce que Android fait, ce que d'autres Microsoft fait sur les autres processeurs, bien, les choix qu'ils font en termes de design, de code, tient compte aussi de la capacité des processeurs puis de comment ils veulent optimiser certaines fonctions. Là. Donc, il y avait vraiment une guerre d'architecture à ce moment-là. Et le PowerPC, a été développé par IBM, mais Motorola aussi, avait sa version PowerPC parce qu'il était partenaire dans l'aventure. Et même Microsoft utilisait ce processeur-là dans les Xbox. Là. Donc, on avait un processeur PowerPC dans certaines versions du Xbox dans ces années-là et qui permettait de pouvoir jouer à des jeux puis d'avoir le fonctionnement qui était recherché pour ce type d'appareil. Oui, c'est ce qui a longtemps protégé les Xbox au niveau sécurité aussi parce que l'architecture était différente. C'est ça, effectivement. On a eu, bien évidemment, Apple qui a sorti son premier Power Macintosh à l'origine. Par la suite, on a eu tout le redesign et c'était tous des ordinateurs G3, après ça G4 et G5. Même les serveurs d'Apple étaient sur des processeurs G4 et G5 de mémoire, là, surtout le G5 vers la fin. Donc, c'était vraiment un processeur qui était apprécié et excessivement puissant là, à ce moment-là, comparativement aux autres processeurs qui existaient dans le marché avec les systèmes d'exploitation qui étaient disponibles. Là. PowerPC était aussi un processeur qui était, comme je l'ai dit avec Xbox, qui était apprécié pour les consoles de jeux. Donc, en 1995, il y a un premier PowerPC là, qui a équipé un prototype de la console de jeu Pippin. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, Pippin. J'ai aucune idée de c'est quoi. J'ai j'ai lu ça et j'ai dit, c'est quoi ça? Mais on va en reparler tantôt. Mais moi aussi, j'ai comme... Hein? Apple a fait une console de jeu? Oui, mais vous allez voir ça tantôt, on va avoir du fun. Ça a été remplacé, ce processeur-là, par le 603 qui était cadencé à 66 MHz sur la version définitive. Il y a eu un PowerPC vraiment spécifique geeko, hein? C'est dans notre thème, qui était un dérivé du G3 pour le GameCube. Donc, le GameCube avait ce genre de processeur-là. Il y avait un dérivé aussi pour le Cell, est utilisé pour la PlayStation 3. Donc, chacun des fabricants voulait avoir un type de processeur particulier selon leurs besoins. Puis
Puis le PowerPC a été utilisé dans les Xbox 360, dans les Nintendo Wii pour la version Broadway du microprocesseur et la Nintendo Wii U. Quand tu m'apprends que c'était tous une puce PowerPC, mais avec des sous-variants qu'on appelait le Broadway, l'Espresso, le Xenon. C'est ça. Donc, Oh! ils avaient leur propre spécification de puces Oh! et compte tenu que ces compagnies-là, puis que IBM les produisait, ils étaient capables de dire bon, OK, c'est beau pour ces spécifications-là, je vais faire une puce spécifique pour tel type de boîtier selon les demandes des fabricants ou des concepteurs de logiciels ou d'équipements. Donc, on était vraiment quasiment sur du sur-mesure ou pas loin du sur-mesure en fonction des besoins de chacun. Là. Fait que c'était vraiment intéressant en termes d'approche. C'est pas un one size fits all. Là. Donc, la fameuse pépine, c'est la console de jeu. En fait, il y a eu deux versions. Mais Il y a pourquoi une j'ai version... jamais On est en 95. Là. Donc, en haut, on a la version blanche, qui était la version qui avait été mise en marché au Japon, en Asie. Puis j'ai une petite vidéo, tantôt, on va la regarder. C'est pas très long, puis ça va vous expliquer toute cette histoire-là qui est vraiment fascinante. Et la version noire qui était plus pour le marché nord-américain. Puis ici, vous regardez en haut à droite, là, la version noire, il y a un port en arrière. Tu vois-tu le grand port bleu en haut? Ouais, c'est comme un immense port-série, mais que j'ai aucune idée à quoi il sert. C'est un port SCSI. Hein? Oui, il y avait un port SCSI sur la version noire Il y avait des grands projets? Ben, c'est ça, parce que pour ceux qui ne connaissent pas ce protocole-là ou ce type de port-là, c'est qu'on pouvait chaîner des équipements un en arrière de l'autre. Donc, un port SCSI, ça pouvait être pour un scanner, une imprimante, un disque dur, puis on pouvait les chaîner. Donc, on pouvait dire, je vais avoir un disque dur, je vais en rajouter un deuxième sur le premier qui chaînait sur le motherboard directement. Et c'était excessivement rapide comme protocole puis comme type de port. Là, on avait du débit très, très, très rapide. Donc, il y avait un port SCSI. J'ai dit, hey, c'est quoi ça? Je me souviens, j'avais ça sur mon Mac, mais pourquoi mettre ça sur une console de jeu? Puis probablement que Apple avait des prétentions de pousser cette console-là pour autre chose que juste du jeu, puis de peut-être faire une percée dans certains secteurs avec des périphériques. Là. Donc, parce qu'eux se sont dit, tant qu'à le développer avec un chip qui est capable de gérer ce débit-là, on va y donner la capacité de... Expansion. Ben oui, c'est ça, on va le mettre déjà dessus. Oui, Puis c'est tout, mais c'était courant aussi à l'époque. Hein. Pas mal toutes les consoles qui ont été développées jusqu'à peu près Xbox avaient des ports à l'intérieur qu'on pouvait possiblement, via le retrait d'une petite trappe, ajouter quelques éléments qui sont jamais apparus finalement, mais qui étaient là, qui étaient prévus pour une au cas possibilité où, c'est ça, au future. cas où dans la stratégie-là. Puis c'est tout le temps mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir parce que tu Ouais. te dis l'effet marketing de dire hey, achetez votre appareil à poubelle puis achetez-en un autre. C'est pas winner. Là, On n'était pas là encore. On n'était pas non, là non. encore. Mais hey, ça doit coûter un bras si tu veux te trouver une de ces consoles-là sur le marché eBay. Mais c'est encore surprenant parce que c'était pas si cher que ça. Donc, c'était surprenant. Le prix était quand même assez agressif. Donc, là, VA2XGM nous dit que Oui. Nintendo avait vendu une expression pack, un expression pack Expansion. En fait, il veut dire un un expansion pack. expansion, oui. Ouais. Ouais, c'est Ouais, ça. Fait que, tu sais, il y en a qui le prévoient déjà à l'avance ou qui le voient dans leur roadmap. Là. Donc, le PowerPC, ça a utilisé quel système d'exploitation? Ben bon, évidemment, macOS de version 7 jusqu'à 10.5. On a un ensemble de Linux et de GNU qui ont utilisé PowerPC ou qui pouvaient rouler sur des PowerPC. À peu près toutes les versions Linux existantes. Oui, oui. Moi, j'ai vu le Slackintosh, là. Je ne me souvenais pas de celui-là, qui était une version Linux, probablement qui ressemblait au UI du Mac. Oui, qui avait le UI du Mac. Ouais. Puis, bon, du côté on avait NetBSD, FreeBSD, Open. Même Windows NT, la version 3.51 puis 4.0, qui a finalement été dans abandonnée. les premiers. Ouais, moi, j'ai utilisé NT4, là, je me souviens, là, c'était un beau système d'exploitation sur Windows. C'est resté longtemps. Oui, Ben, c'était de mémoire, puis je me trompe peut-être, Patrice, là, mais parce que là, à un moment donné, mon cerveau va exploser, mais je pense de mémoire, la base de Windows 10 puis 11 est sous du NT, le Core NT.
J'imagine parce qui a que été utilisé. tu avais beaucoup de serveurs sur NT dans ces années-là et c'était excessivement stable. Je me souviens là, comment c'était smooth comme ordinateur. Là, on avait ça sur des laptops puis des serveurs, puis c'était comme Ah, ça plantait wow. pas, c'était stable Ah comme une non, c'était roche. stable, c'était stable. Moi, j'aimais beaucoup NT. Là, c'est un des systèmes d'exploitation qui m'a vraiment impressionné quand c'est arrivé sur le marché. Là. Euh, J'avais eu un projet là-dessus. On avait développé une base de données Oracle pour une banque à Montréal, puis euh, ça crachait jamais. Là. Ah, C'était NT, tu hyper pouvais stable. ça, laisser marcher ça 6 mois, tu revenais, puis pareil qu'avant. C'était drôle parce que nous, on développait sur Windows. Dans le temps, c'était du Windows 3.1, puis on était puis 95 peut-être là, dans ces années-là, le Windows 95. Puis on avait notre serveur, notre base de données était sur NT et NT4 parce que Oracle roulait sur NT4. Puis on avait rencontré Oracle, on leur avait dit, bon, ben pour nos besoins, la base de données va avoir à peu près 60 gigs. Et là, ils nous disaient, bon, 60 gigs! oui, oui, 60 Ouais, gigs. Là, ouais. on Il y a du est bon, en il y a de rien quand il y a du 80, ça. on est en 96 ou De 97. quoi tu parles? Puis là, Oracle nous regarde puis ils nous disent OK, c'est parce que Non. la plus grosse base de données NT au monde sur Oracle, c'est à peu près 15 gigs. Puis là, on leur dit OK, mais nous, c'est 60, ça va-tu tenir la route? Ça Là, on nous va te disait soutenir. ça devrait. OK, mais ça a tenu la route. Mhm. Fait que c'est. Non, là, ouais, VA2XGM nous dit qu'il y a plus de RAM à Star, c'est sûr, mais je vous dis, Ah 60 ouais. gigs dans le temps, là, on avait un rack en métal avec des serveurs compacts, un power pack en bas. On avait des disques en RAID 5 sur un rack là, que tu tournais la poignée, tu tirais le disque. Là, fait que non, c'était quelque chose. Là. C'était de la grosse puissance. Puis là, tu partais ça, là, puis ça faisait un bruit d'enfer dans la salle des ordinateurs. Là, donc, c'était les belles années là, où on avait de l'équipement, puis on pouvait s'amuser avec là, de ce côté-là. On avait accès aux équipements. C'est pas comme aujourd'hui dans le cloud. Là, tu ne sais pas sur quoi que tu es, puis tu attends juste ton temps-réponse. Là, tu sais. Donc, c'était des belles années. Les systèmes embarqués qui ont utilisé le PowerPC, VA2XM nous dit, je me rappelle de mon premier PC sur Windows 3.1, évidemment. Moi aussi. 256 MB de RAM et les floppies 5.25. Oui, 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 oui. Avec les VA2, avec les petites pinces pour pouvoir les revirer de bord. Pour Oui, on pouvoir faisait le les petit encoche. snapper puis les protéger puis tout là, c'était comme ben winner. Là. On avait chacun notre petite pince de la couleur qu'on voulait. On était tous fiers d'avoir check-moi verte. Donc, il y a eu un nombre de systèmes d'exploitation embarqués, ce qui est les fameux systèmes qui résident, qui permettent à l'intérieur d'une petite machine de faire des fonctions très précises. Et bon, on voit ici, là, il y en a plusieurs que je ne connais même pas, mais le but, c'est juste de dire, regardez, là, il y a eu quand même beaucoup de systèmes d'exploitation qui ont supporté cette architecture-là avec des différentes variantes du chip. Et ça livrait la marchandise. Là. C'était pas des Elle était polyvalente en salle pour être capable Oui, de oui. jouer avec tous ces systèmes-là. Effectivement. Puis il y avait une demande pour ça. Donc, c'était probablement qu'IBM avait une capacité de production qui pouvait s'ajuster. Puis c'était plus intéressant pour des fournisseurs ou des développeurs de faire affaire avec ce chip-là plutôt que d'aller avec Intel ou AMD, où là, il était pris dans un carcan ou avec des volumes Faut qui que tu étaient. redessines tout ton système parce que la puce, il faut que tu l'adaptes. C'est ça, c'est du CISC au lieu du risque. Fait que tu es pogné à changer l'architecture de ta solution. Donc, première question de la soirée. Compte en commun l'automobile et les microprocesseurs au Québec. Ils roulent sur des routes tout brisées. Je ne sais pas, Patrice, j'ai aucune idée. J'ai une petite vidéo, pas très longue. On va regarder ça ensemble. Ah ouais. L'ancienne usine Hyundai, ça vous dit rien? Hyundai avait bâti une usine d'auto à Bromont et avait plié bagage après un certain nombre d'années. Et c'est IBM qui a racheté l'usine. Ça a pris beaucoup d'années avant que quelqu'un fasse l'acquisition. IBM a décidé d'en faire une usine de production de microprocesseurs qui fonctionne toujours aujourd'hui. On fait ça au Québec?
Ouais, regarde bien ça, vous avez des images. Voyons donc. Ben oui. Il y a 850 000 pieds carrés. C'est immense, là. Voyons donc, on a ça ici, puis on n'en parle pas. Et le PowerPC était fabriqué à Bromont. Là, je pensais qu'IBM avait jeté les... Ils développent tout le temps des processeurs. Et Bromont va avoir le premier ordinateur quantique au Canada. Ouais, c'est vrai que côté IA, on est vraiment la capitale mondiale, là, Montréal, Québec, tout ça. On est en train de se tailler une place de choix, fait que forcément, on doit avoir des puces ultra spécialisées pour ce genre de choses-là. Les autos intelligentes, wow. Donc, on a de la technologie de pointe au Québec. Bon, c'est à Bromont parce qu'ils avaient déjà l'usine. Ils ont réussi à attirer IBM. Puis en disant, on a une expertise au Québec, on est capable de faire ce développement-là avec vous, pour vous. Et ils ont fait un pôle technologique à Bromont. Fait qu'ils ont choisi de se surspécialiser dans le télécom, automobile, médical. C'est ça. Wow. Là, probablement que les puces sont plus dirigées vers d'autres types de besoins que le grand public. Ouais. Mais tu sais, rien ne les empêche demain matin, il arrive de quoi de partir sur un autre marché. C'est ça. Ils ont les équipements, ils ont la capacité de production, ils ont l'expertise, la machinerie. On voit ce qui à l'intérieur de l'usine. Ouais, la lithographie, en fait. Ouais. La lithophotographie pour pouvoir créer des puces. Donc, évidemment, c'est un tout autre monde. C'est l'usine d'IBM qui est à Bromont. Moi aussi, VR2, je n'étais pas au courant de ça pantoute. Mais ça vient de me donner un vrai petit courage en disant... tu sais, on s'entend, Patrice, avec les 2 années de COVID qu'on a vécues, on a appris la limite de la globalisation des marchés mondiaux. On ne peut plus se rejeter sur le marché chinois, le marché indien, ces choses-là, parce que, pour toutes sortes de raisons, un des problèmes après la COVID, c'est qu'on n'arrive plus à recevoir nos équipements. T'sais, on a eu des problèmes dans le domaine de l'automobile au niveau des puces, tout ça. Puis de savoir qu'au Québec, on a probablement pas les reins d'un TMC ou de grosses usines mondiales, mais on a quand même une expertise qui, techniquement, si demain matin, le gouvernement disait « OK, on doit être autonome ou peu importe », il y a possibilité. L'expertise est là, l'usine est là, on pourrait techniquement en faire une autre à côté, puis go, on part. Là. Effectivement. Donc, c'était mon clin d'œil, puis le bout d'histoire de Hyundai à IBM passant par le PowerPC à Bromont. Et ça m'amène vers qui connaissait Pépin. Et Pépin, on va aller le rencontrer, Pépin. J'ai trouvé une vidéo, je l'ai édité pour garder peut-être le bout le plus fun, là, puis on va aller découvrir. Ouais, Pépin, c'est un clown. C'est pas c'est qui. Donc, on va aller découvrir Pépin ensemble. A lot of Apple's problems at the time were directly related to how much money the company was spending on research and development, in comparison to the return they were making and the amount of successful projects that would come from this. The rise of Windows was also continuing to put a lot of financial pressure on the company, so in order to try and recoup some of these losses, Spindler created something known as the Clone Initiative, a plan designed to license out Apple software onto third-party devices. With this came the idea of the Pippin. The Pippin platform would be intended to be an open standard,
similar to how JVC shared the VHS format in the 1970s. Spindler thought that this would be a fantastic way to increase Apple's market share. Apple believed that over time Pippin would take many forms, including home telecommunication devices and much more. Apple did not want Pippin to be specific for a certain market space, as it would be created to appeal to many types of consumers and be shipped in a variety of forms from many different manufacturers. Whilst this was all happening, over in Japan, Bandai President and CEO Yamashina took note of all of this and was the first big company to enter talks with Apple regarding these ideas. In the early stages of 1994, Bandai would approach Apple with a pitch to create a system using this technology. In this proposal, Bandai wanted Apple to design an initial logic board, and in turn Bandai would provide both the casing and packaging for this conceptual system. Bandai pushed this idea hard, on the basis that it would be the fastest way to deliver the platform to the market, which would result in good return on investment for both of the companies. Yamashina essentially wanted to bring to the market a scaled down version of the Macintosh computer, which was simply for playing CD-ROM based games. So in many ways, I guess the proposed idea was very similar to the Amiga CD32, which was a CD-ROM based console, which was based on the technology of the Amiga 1200 computer. Both Bandai and Apple would meet multiple times about the partnership. The deal was of further interest to Apple, as they were also looking for developers to help secure games for a successful launch of the Pippin platform. Throughout the back and forth conceptual phase of the Bandai Apple Pippin, Bandai had never really considered implementing internet capabilities for this system. After all, this was 1994 and yet to really become a priority feature for devices. Despite this though, both Apple and Bandai began to notice a shift in demand for such a feature, so as a result, Apple wanted to incorporate modem technology into the Pippin's design. As a matter of fact, only 2 years prior, in 1992, Apple had included GeoPort on their Macintosh home computers. This is a serial data technology that allowed software to emulate a modem. Including GeoPort within the Pippin system required a massive overhaul and design change early on, as the processor needed to be changed to a 32-bit PowerPC 603. This was the lowest cost option available to Apple at the time to allow internet capabilities. In December of 1994, Apple would announce the Pippin platform at the Tokyo Toy Show, along with their newly formed partnership with Bandai. Bandai had plans to sell over 500,000 Pippin units on a yearly basis, and the two companies promised that the system would be the forerunner of multimedia equipment, capable of bringing text, video and audio into millions of households that had held back from buying personal computers because of their cost or complexity. At the time, none of this seemed too far out of the question, due to the system's decent specifications and many capabilities that were ahead of the system's time. Unlike the Palladia, this new device was intended to function as more than just an edutainment device, instead also offering both cutting-edge games and communication technology. The system would eventually hit the Japanese market in March of 1996. The system was white-coloured and known as the Bandai Pippin Atmark, and was available at a price of 64,800 yen. The bundle would include a dial-up modem and come with 4 bundled titles. Holding the system in my hands, I must say it is probably the densest console I have ever held. The system is surprisingly heavy, topping the weight of the original Xbox despite the smaller casing. The Bandai Apple Pippin, as mentioned, houses a PowerPC 603 RISC CPU. This 5th generation console contains a 6MB combined system and video memory, along with 128 kilobytes of NVRAM. The platform came with the rather quirky looking Applejack controller with a minimal 4 buttons on the right, reminiscent of the Super Nintendo, and of course a traditional directional control pad on the left. Further to this though, a trackball is located in the middle of the joypad, which is mainly used for operating in-game menus in the same way a mouse would function. This inclusion on the pad is essential, as many games were ported directly over from the Apple Mac computers, where a mouse for navigating is a non-negotiable.
Like the Palladium covered on this channel last week, the Pippin would also offer consumers the option of using an infrared-based wireless controller. Voyons donc, ouais. Ouais, c'était le Pippin. En 95, une manette sans fil. Ça a fait un flop, là. Ça n'a pas vraiment marché. Ah non, ça n'a pas marché, mais on voit que côté design, on voit l'inspiration traditionnelle d'Apple. Puis même si ça a été développé en partenariat, connaissant Apple, il a dû avoir des noms. Non, tu peux pas dessiner ça comme ça ou tu peux pas faire comme ça. On a un côté d'inspiration très typique. Puis on voit que la forme des Xbox Gamepad d'aujourd'hui reprennent cette forme-là qui était comme à la base avec les couleurs. C'est le fun de voir ça. Oui, c'est ça. Donc, c'était l'histoire de Pippin que je ne connaissais pas. Je ne me souvenais même pas de ça. Donc, c'était ma surprise en lisant sur le sujet. Oh, ben là, il faut que je parle de ça. C'est bien trop drôle. Là. Pour conclure mon segment, VA2XJM nous dit j'avais déjà entendu le nom sans savoir ce que c'était. Ouais, c'est ça. C'était du open source. Open source Mac. sûrement. Ouais. Ben, moi, peut-être le nom, mais ça a passé tellement vite, peut-être plus en Asie. Fait que c'est pour ça qu'on ne l'a probablement pas entendu parler beaucoup ici. Là. Ça a plus fait de bruit là-bas là, parce que c'était un partenaire japonais là, à ce moment-là. Donc, pour conclure ce soir, j'ai quelque chose pour vous. Avant de commencer, juste vous avertir, le contenu suivant peut ne pas convenir à certaines personnes. Oui, on parle de microprocesseur, on va parler d'un grand microprocesseur, mais on parle de quelqu'un qui va faire qui va disséquer un processeur. Et donc, ça pourrait heurter certaines personnes. Et je vous dis tout de suite, si jamais vous pensez au deuxième degré ou vous avez des pensées croches en regardant ça, ça vous appartient, mais attachez-vous. J'ai fait le montage. Je vais passer l'extrait au complet, c'est sûr, dans Archive Geek. Je vous le dis, c'est quelque chose et c'est parti. Hi. That's not a processor. That's a processor. This bad boy is 600 watts power dissipation, 2,772 pins. Is that a socket? 2772? I guess it is. It's got 121 dies installed. It's 63 layers. It's liquid cooled. It's automatic. It's systematic. It's hydromatic. Ultramatic. Why could be greased lightning? Thank you very much, Jim Ranieri, for sending this into the mailbag. I had to do a separate video for this. It's so cool. This is an IBM 9121 processor module which comes out of a System 390/ES9000, whatever you want to call it, parallel enterprise server from 1991. This thing is a beast, and we're going to tear it down. So let's just toss this little pathetic thing away. Check it out. There's the date code there. No, a second week, 1991. I can't make heads or the tails of the part numbers on this, but I do believe it's an IBM 9129 processor out of a processor frame for a System 390 ES9000 server. It went under different names. It's kind of weird. If anyone knows the exact story behind that, some people they actually branded it System 390. Other times they branded it ES9000 or something apparently. And anyway, this is a state-of-the-art mainframe processor from the early 90s. Oh, and it's just, look at it. Oh, thing of beauty. It's a joy forever. Behold the Wonkamobile. Thing of beauty is a joy forever. We've got a gigantic ceramic substrate in here. As I said, 2,772 pins on this bad boy in a gigantic metal frame that weighs 2.2 kilos. Just the processor module on each frame. Oh, yep, can crack it. This could take a while. Yes, I do have an electric screwdriver, but not one that supports this tip. I just unscrewed the last screw. Damn, I didn't have the camera running. And I heard this and big
big O-ring seal in there. I don't know. Oh, can you? Oh, I'm not sure if you can hear it. Hang on. Now I'm just deciding which is the best orientation to lift this up from. Oh, I can see in the back. I'm having a peek. And I know that this will be the most impressive if I lift it up like this. Actually, I have to cut along there. So, sorry for all you purists out there. But we're going to avoid the warranty on this bad boy. On brise la garantie. Oh, and a million voices just cry out in anger. All right, here we go. Are we ready? Rolling camera, because I only get one take at this, I think. Whoa! Look at that. Whoa! That is gorgeous. That is processor porn right there. Wow. Wow, wow, wow. Look at the individual copper heatsink slugs on each little chip inside there. And yes, there is a thin little layer of oil, but it hasn't oozed out or anything. You can see the O-ring seal around the edge there. Wow. It's just brilliant. Yes, they all have shifted. They all should be nice, evenly spaced, but absolutely beautiful. And you can see that they all go into individual little machined slots in here, which, by the way, have little springs in them. Check that out. There's actually little springs inside each one of those. Not all of them are populated. There's some that actually don't have any heatsink slugs at all. But yeah, there's little springs down in there to keep the pressure, keep the tension down on the die. And you'll notice there that some of them just don't have dies installed in them. I don't know if that was like just an optional thing, but it looks like the pattern is there. I'll show you a closer up later, but yeah, it looks like the die pattern is there, but anyway, these are like flip chips. These are chip scale packages. So they're, it's like from 1991. Whoa. So you can see why this is called a TCM or thermal conduction module, because it's all about the thermals. It's all about getting the heat out of each individual die on there, each individual chip. And as I said, each chip can dissipate up to 10 watts. So one of these solid copper slugs here, even though they don't actually have direct contact to this, except on the sides, I guess their fit is, if I can take, oh yeah, their fit is very, oh yeah, hang on. Here we go. Here's one of these copper slugs, and they just fit brilliantly. And I can see the oil, the bubble oozing out, and look at that. Oh, I could play with that all day. Oh, that's just beautiful. Absolutely beautiful. So, yeah, they don't have, well, the mineral oil is going to be heat conductive as well. So, you know, it's like, it's going to have an extra bit of thermal resistance in there. But anyway, that's how each one of those individual dies can dissipate up to 10 watts with a maximum module dissipation of 600 watts. It's just, oh, it's fantastic. For the chip, so I'll get back to you. Ugh. Tongue at the right angle. Yeah, she's budging. Yeah, there it is. There it is. Have you ever taken off a chip with that sort of ease? Oh, this is just, this is magical. This is, and floating around in oil. Oh, this is my favorite thing ever. This is just incredible. A floating oil. Catch you next time. Donc, c'était quelque chose. Hein? Là, vous avez vu un 5-6 minutes, mais il y en a pour 20 quelques minutes. Okay? Et c'est sûr que je vais le repasser. C'est trop drôle. J'en pleure de rire encore tellement que c'est hilarant. Donc, c'était
le processeur grand format qui était disséqué devant nous en direct. Donc, et comme tu l'as dit, ça valait 250 000 en 1990, ce genre de processeur-là. Donc, c'était quelque chose. Et ça générait... oui, le gars, il est malade. Oui, il était spécial. Et ça générait, je crois, c'est environ 25 MIPS. Donc, 25 millions d'instructions par seconde de mémoire. Là. Donc, 91. Oui, c'est ça. Donc, c'était la conclusion sur les processeurs.